Bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invitée d'aujourd'hui compte parmi les rares artistes lyriques à s'être produite à l'Opéra de Paris, au Met de New York et à la Scala de Milan. Elle a également joué les têtes d'affiche au Festival de jazz de Montreux et mis son talent au service de comédie musicale. Outre une carrière lyrique d'excellence, Barbara Hendricks se fait la championne des droits de l'homme en tant qu'ambassadrice pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, elle nous parle d'un concert unique qu'elle donne au bénéfice de cette cause. Barbara Hendricks, merci beaucoup d'être des nôtres. Bonjour, comment allez-vous? Vous préparez actuellement un concert en ligne au Vasa Teatern de Stockholm, intitulé Le chemin de la liberté. Votre cachet et celui des autres musiciens sera reversé au HCR. Compte tenu des circonstances actuelles, cette émission sera diffusée en direct. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à défendre les droits des réfugiés depuis plus de 30 ans. Pourquoi cette cause est-elle si importante à l'heure actuelle? Bon, aujourd'hui, les réfugiés se retrouvent parmi les plus marginalisés, les plus vulnérables de nos sociétés. La plupart d'entre eux vivent dans des sites extraordinairement encombrés, ils ont très peu d'accès à l'eau, au savon, et la distanciation sociale y est presque impossible. Et depuis le début du confinement, je me disais que l'incertitude qui marque toutes nos vies aujourd'hui, c'est ce que ressentent tout le temps les réfugiés. Ils se demandent, comme nous maintenant, quand est-ce que leurs enfants vont retrouver le chemin de l'école, quand est-ce qu'ils vont pouvoir revivre une vie normale. Ils ont été obligés de fuir la guerre, les désastres, les catastrophes. Et aujourd'hui, on peut se demander si les gens ne peuvent pas se mettre davantage que par le passé à la place des réfugiés, comprendre à quel point eux sont menacés par la COVID. Le titre de cette représentation rappelle le concept de désobéissance civile, seul chemin de la liberté d'après Martin Luther King. Le mouvement des droits civiques des années 50 et 60 en Amérique vous a certainement influencé. Oui, absolument. Le programme est composé de chansons qui ont joué un rôle très important à cette époque. Et je dois dire que si le mouvement avait été dirigé par Martin Luther King, il n'aurait jamais obtenu les succès qui ont été les siens sans la contribution de toutes les femmes qui ont facilité le mouvement. On connaît Rosa Parks, c'est une grande inspiration pour nous toutes. Mais il y a d'autres femmes, Diane Nash, Daisy Bates, Mary Terrell. Ce sont ces femmes qui ont constitué le mouvement. Et le message de Martin Luther King, ce message d'amour et de solidarité, on en voit tellement d'exemples aujourd'hui. Ces exemples de générosité, de gentillesse, de bonté, depuis qu'a commencé la pandémie. Et je dois dire que ça me réchauffe le cœur. J'espère que lorsque les choses reviendront à la normale, nous pourrons peut-être vivre nos vies un peu différemment. Nous allons peut-être accorder plus de valeur à ce geste simple, tendre la main à nos voisins. Et dans ce concert, je vais certainement citer beaucoup Martin Luther King. Et il est une citation qui me touche toujours beaucoup. La haine ne peut chasser la haine, seul l'amour le peut. S'agissant du mouvement des droits civils, vous êtes né en Arkansas, à une époque où les lois ségrégationnistes du régime Jim Crow étaient toujours en vigueur. D'après vous, c'était comme de naître réfugié dans son propre pays, car vous n'aviez pas les mêmes droits que les Blancs. Vous imaginiez-vous à l'époque qu'une femme noire telle que vous deviendrait l'une des plus célèbres chanteuses lyriques du monde et qu'un noir serait élu président des États-Unis? Non. Quand j'étais enfant, je m'intéressais essentiellement aux sciences, les maths et la physique. Et je chantais dans un chœur et j'adorais ça. Je chantais dans l'église de mon père était pasteur. Et je savais que la musique allait certainement occuper une place énorme dans ma vie, toute ma vie, parce que j'adorais la musique, j'adorais chanter. Mais l'idée de me retrouver sur la scène de la Scala ou de l'Opéra de Paris, ce n'était même pas quelque chose d'imaginable ou de rêvable.
Bon, c'est arrivé parce que j'ai ce don, j'ai reconnu ce don et j'ai vraiment eu la persévérance de faire ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que, après ma licence en maths et physique, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis mise à la musique. Bon, pour le premier président noir des États-Unis, c'était effectivement un moment extraordinaire. Mais il y a eu depuis tellement de revers au mouvement de Martin Luther King. Il y a eu des restrictions des droits de vote sanctionnées par la Cour suprême il y a quelques années. Il y a des quantités de gens qui sont morts à aider les gens du Mississippi à s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons donc fait des progrès, il y a eu des revers, mais il ne faut jamais renoncer. Martin Luther King disait, si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi qu'il en soit, allez toujours de l'avant. Et il faut toujours aller de l'avant. Parfois, il y a des revers, mais on ne renonce jamais parce que la démocratie et la liberté, ce ne sont pas des choses qui vous sont données, ce sont des choses que l'on mérite, que l'on obtient par la lutte. Je profite des choses positives qui ont eu lieu et quand je vois les inégalités que la crise actuelle a révélées dans bon nombre de nos sociétés, je me rends compte que nous avons encore beaucoup à faire et nous allons le faire parce que je vois des quantités d'exemples d'amour, de générosité partout où je tourne la tête. Et à la fin, c'est l'amour qui l'emporte toujours. Aujourd'hui, les agences onisiennes travaillent régulièrement avec des personnalités du monde artistique en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté, en espérant bénéficier de leur rayonnement. En début de carrière, les tribunes étaient rares. Par exemple, vous avez fait campagne contre l'apartheid en tant que rédactrice invitée du magazine Vogue dans les années 80. De nos jours, avec les réseaux sociaux, tout le monde a sa tribune, son public et sa cause. Y a-t-il un risque que le message se noie dans la masse? Moi, mes plateformes sont très limitées. Je veux dire que les réseaux sociaux, j'y suis arrivée assez tard. Je ne peux pas juger le travail des autres, mais pour moi, ce qui était très important, c'était vraiment de faire passer un message très important. Ce qui voulait dire qu'il fallait vraiment que je réduise le bruit que pouvait produire ma propre vie. L'important, c'était de faire passer le message. Parce que le message, en plus, parfois, est très complexe. Les situations des réfugiés sont différentes à chaque fois. Elles sont en général liées à des abus des droits humains. Et les solutions sont toujours politiques. Et de ce fait, le message est souvent difficile à faire passer. Revenons à votre carrière musicale. Vous évoluez entre le répertoire classique, l'opéra, aux racines européennes, et le blues, le jazz, un univers plus proche de la tradition musicale américaine. Qu'en est-il de cet éclectisme et comment concilier ces deux univers musicaux? Bon, pour moi, la musique, c'est de la musique. Je ne mets pas ça dans des petites boîtes différentes. Quand j'étais enfant, je chantais toujours dans des chœurs à l'école et on chantait toutes sortes de musiques différentes. Un de nos chefs de chœur était l'un des meilleurs musiciens de jazz de l'État de l'Arkansas et donc on chantait du jazz, on chantait du Bach, des cantates de Bach, on chantait du Mozart, on a chanté le Messie de Handel. Le premier opéra auquel j'ai participé, c'était un opéra de Menotti qui s'appelait Amal et les visiteurs de la nuit. C'était un opéra de Noël. Mais il n'y a jamais eu de différence entre une musique chantée et une autre. Cette ouverture, cette générosité que permet la musique, elle est toujours là. Mais d'une certaine façon, les deux types de musique que vous avez évoqués, ce sont les deux cultures avec lesquelles j'ai grandi.
Mes pieds restent ancrés dans le sol de l'Arkansas. J'ai passé l'essentiel de ma vie adulte en Europe. Je suis citoyenne européenne, je me sens profondément européenne. Et j'ai donc eu ce don extraordinaire, don du ciel, de pouvoir conserver le rapport à ces deux cultures. Au bout du compte, on est tous africains, on est tous venus d'Afrique. Et l'art, dans nos vies, cette richesse que l'art nous apporte, c'est cette conversation qui ne s'interrompt jamais sur la condition humaine, toutes les conditions humaines, l'humanité. Et donc, je suis ravie de parler les deux langues que sont la musique classique et le jazz, qui a ses racines en Afrique. C'est donc un don du ciel. Mais c'est aussi la possibilité de partager la musique avec d'autres. On l'a déjà dit, votre concert est diffusé en direct sur Internet. Pas de public physique, mais un auditoire virtuel international. Les arts du spectacle tentent actuellement de s'accommoder de cette nouvelle normalité. En Allemagne, par exemple, un concert classique a déjà été organisé dans le respect des règles de distanciation sociale. Mais certains directeurs de théâtre et d'opéra rechignent à respecter les gestes barrières lors de productions ou de répétitions où les acteurs ne pourraient ni se toucher ni s'embrasser. Pensez-vous que les arts du spectacle vont devoir s'adapter et apporter des changements significatifs ou vont-ils simplement s'abstenir? Bon, on s'adapte. Il y a des musiciens qui aujourd'hui diffusent des concerts qu'ils enregistrent tout seuls chez eux. Il va falloir qu'on écoute ce que disent les scientifiques et qu'on ne prenne pas le risque de redémarrer trop tôt. On a vécu des périodes de guerre, on s'y est adapté par le passé, et je crois que les arts seront peut-être mieux appréciés lorsque nous reprendrons une vie normale, lorsque nous reprendrons le chemin des salles de concert, lorsque nous reprendrons l'habitude des embrassades. Il va falloir faire preuve de patience, utiliser entre-temps les moyens à notre disposition et faire vivre les arts. Barbara Hendricks, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Je voulais juste dire une autre chose. Il faut quand même aussi que nous pensions aussi à tous ceux qui actuellement vivent le deuil de leurs proches, que nous pensions à ceux qui sont malades de cette horrible maladie et à tous les soignants. Ils ont besoin de nos pensées. Absolument, nos pensées accompagnent toutes ces personnes en première ligne. Merci beaucoup de vos réflexions. Ceci conclut notre entretien. L'actualité continue sur France 24.